Éric Naten, merci messieurs. Le face-à-face, c'est maintenant Éric Zemmour face à Jean-Marc Daniel, économiste. Jusqu'où l'État doit-il aller en économie? Emmanuel Macron est-il un libéral empêché? On voit ça tout de suite. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, le face-à-face avec Éric Zemmour, Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'ESCP, une école de commerce. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. On va les voir. Macron, la valse folle de Jupiter, aux éditions L'Archipel, ou encore Le socialisme de l'excellence, combattre les rentes et promouvoir les talents. François Bourin, éditeur. Alors, nous sommes, cher Jean-Marc Daniel, à 48 heures d'une grève. On l'a vu avec qui sera très perturbé à la SNCF, on l'a appris ce soir. Et une autre information sur la SNCF qui est passée plus ou moins inaperçue, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence du ferroviaire entre dans une phase concrète, puisque les régions qui le souhaitent pourront, si elles veulent, passer des appels d'offres et confier une partie des TER à un autre opérateur que la SNCF. Quel est le lien, selon vous, entre l'État, le marché, la concurrence ? Alors, je pense que d'abord chacun a son rôle et que ce qui est dangereux, c'est de faire par l'État des choses que les entreprises privées peuvent faire, parce qu'apparaissent ce que j'appelle dans le livre, dont vous citez le titre, apparaissent des rentes. C'est-à-dire que l'avantage de la concurrence, c'est que ça fait pression sur les gens qui gèrent un service, une activité économique. Ça fait pression pour qu'ils répondent d'abord aux attentes des consommateurs et ensuite pour qu'ils baissent le plus possible les prix pour garder leur part de marché. Alors, il y a des monopoles naturels, mais là aussi, on peut les attribuer par appel d'offres régulièrement. Je suis favorable à la privatisation des autoroutes, par exemple. Je suis favorable à la privatisation du chemin de fer, en attribuant régulièrement, en renouvelant les contrats, de façon à ce que les entreprises qui sont gestionnaires, si elles ont failli, soient remises en cause. Éric Zemmour. Là, ce Daniel nous a fait la théorie libérale classique. Dès la première phrase. Dès le début, c'est parfait. Bon, maintenant, on va essayer de rentrer dans la réalité. Parce que vous avez dit vous-même, la concurrence, ça permet d'éliminer les rentes. Vous savez, le grand historien Fernand Braudel disait toujours le capitalisme n'a jamais respecté les règles de la concurrence. Puisque justement, le capitalisme, c'est essayer d'empocher le maximum de rentes. Et donc, il y a toujours une contradiction entre les deux. Deuxièmement, vous avez parlé vous-même de monopole naturel. Et là, on voit bien, avec l'exemple, Christine a cité la SNCF, mais on n'a pas encore de recul sur la SNCF. Moi, je pense que ça va être une catastrophe. Et l'exemple que j'ai, c'est EDF, c'est l'électricité. De même, dans un marché de monopole naturel, qu'on appelle monopole naturel, on a imposé la concurrence à un monopole public EDF. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous explique, la théorie nous explique que la concurrence, ça va faire baisser les prix. En vérité, c'est faux. On a obligé EDF à baisser ses prix pour vendre moins cher aux autres opérateurs et donc finalement à l'industrie de nos pays concurrents. Le seul avantage comparatif, un des rares avantages comparatifs qu'on avait en France grâce au nucléaire, c'était d'avoir une électricité pas chère. On pouvait avoir cet avantage comparatif par rapport à l'Allemagne et par rapport à l'industrie allemande. Et la Commission européenne nous a obligés à nous le supprimer. Et les prix de l'électricité depuis augmentent. Donc c'est vraiment typique de l'idéologie qui règne, l'idéologie de la concurrence, l'idéologie libérale de la concurrence qui règne à la Commission et qui, par dogmatisme, nous fait faire n'importe quoi et nous prive des rares avantages comparatifs qu'on avait. Le monopole en soi, ce n'est pas le diable. Alors, je répondrai à ça trois choses. La première, c'est qu'on a quand même un recul historique. Sur les chemins de fer, ça a été privé pendant très longtemps. Il y a très longtemps. Non, pendant très longtemps. Oui, jusqu'en 1936. Bah oui. Mais, de 1848 à 1936. Oui, quoi. mais 1842. Mais concrètement, c'est construit autour d'activités qui étaient des entreprises qui étaient privées. Et puis on a un recul géographique aussi. C'est-à-dire dans tout un tas de pays maintenant, c'est privé. Alors on met souvent en avant la Grande-Bretagne. Ah oui. Mais c'est privé au Japon. Et tout le monde a pu vérifier, notamment lors de la Coupe du Monde de rugby, la ponctualité et l'efficacité du réseau ferroviaire japonais. Vous croyez vraiment que ça tient au privé et pas au tempérament des Japonais ? Les deux. Et on a privatisé. Je vous remercie de votre honnêteté. Oui, les deux. Il y a un autre exemple, c'est qu'on vient pour les autoroutes et les autoroutes. Oui, par exemple. je vais Oui, sur les chemins de fer.
on a privatisé cette année, enfin, on a mis en concurrence, parce que la compagnie historique subsiste, les chemins de fer tchèques et slovaques. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne dans la population tchécoslovaque, tchèque et slovaque, qui regrette la période où c'était nationalisé, où c'était géré en monopole public par les communistes. Et quant au président de région, vous le dites, je pense qu'il n'y a aucun président de région qui soit allé voir les dirigeants français en disant surtout n'ouvrez pas à la concurrence, on veut rester avec la SNCF. Monsieur Muselier ce matin a dit écoutez, enfin je vais pouvoir négocier avec un certain nombre de compagnies de façon à ce que la ponctualité, qui est la base même du chemin de fer, soit respectée. C'est bizarre parce que vous voyez cette histoire de ponctualité. C'est très intéressant. Vous avez raison, les trains français sont de moins en moins ponctuels. Mais avant, ils étaient beaucoup plus ponctuels. Tout simplement parce qu'on n'avait pas envisagé la concurrence. Sur le monopole, ils étaient ponctuels. Ce n'est pas lié à la concurrence. Vous avez eu l'honnêteté de parler du modèle anglais. Vous m'accordez que ça a été une catastrophe et que l'Angleterre le renationalise. Quand vous me dites les Japonais, je pense qu'ils seraient en monopole ou en concurrence. De toute façon, tous les trains arriveraient à l'heure parce que c'est les Japonais qui sont à l'heure. C'est comme ça. C'est un peuple assez admirable pour ça. Maintenant, les Tchèques, vous n'allez pas comparer quand même la SNCF au régime communiste, dont la devise, c'était ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est des choses qui ne sont pas comparables. Et moi, ce que je vois, c'est que le dogmatisme communiste est devenu aujourd'hui un dogmatisme libéral à la Commission européenne de Bruxelles. Non, mais je vais répondre à l'ensemble des arguments que vous avez avancés. Je vais répondre aussi sur les autoroutes. Parce que ensuite, vous avez parlé d'EDF. On pourrait dire la même chose sur la SNCF. C'est vrai que EDF, le fait de la mettre en concurrence et de le privatiser plus ou moins, puisque c'est en partie privatisé, ça fait monter les prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie du prix ancien qui était pris en charge par le contribuable. C'est-à-dire que EDF, c'est aussi 36 milliards d'euros de dette. La SNCF, c'est 50 milliards d'euros de dette. Les chemins de fer britanniques, c'est zéro dette. C'est des dettes qui n'existent pas. Les dettes, c'est le TGV, monsieur, vous savez très bien. Oui, pour l'essentiel. Mais ça veut dire que concrètement, au lieu de faire payer l'usager comme on fait dans les systèmes privés à l'anglaise ou au Japon, on fait payer la génération d'après au travers de dettes. Et alors ? Ça ne me dérange pas. Eh bien, moi, ça me dérange. Je considère que la justice, la vérité des prix, c'est le fondement même de l'activité économique. Au travers de la concurrence, on a le prix le plus bas et on a en tout cas le prix le plus conforme à la réalité économique. Vous raisonnez en vérité, vous ne raisonnez uniquement en économiste. Moi, je ne raisonne pas uniquement sur l'économie. Il y a aussi des intérêts nationaux. Et l'industrie nucléaire, l'indépendance énergétique, ça a été notre intérêt national. Et je me fous de payer ça. Et je préfère payer ça et avoir une vraie industrie nucléaire qui est à la pointe de tout ce qui se fait au monde, plutôt que d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Comme je préfère payer, vous vous souvenez, dans les années 70, on avait un téléphone cher parce qu'on l'avait développé par l'État, etc., etc. Je préfère payer ça et avoir une industrie qui va avec et qui est puissante et qui est française, plutôt que dépendre de tous les GAFA, etc. Alors maintenant, on le paye moins cher. Mais je me fous de payer moins cher. Parce que finalement, ce que je paye même moins cher, mais je le paye aux Américains et je ne le paye pas à l'industrie française. Oui, je crois que la population, elle, ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est son pouvoir d'achat. Elle préfère le payer moins cher. Mais il faut raisonner un peu plus haut, monsieur. Et si je raisonne un peu plus haut, si je reviens à la bonne vieille époque du 22 à Agnières, de la Direction Générale des Télécoms... Et sur les autoroutes, on y a perdu. Oui. Non, je vais revenir sur les autoroutes. Elle vous dit ça de façon taquine, mais elle vous dit quand même. Ni vu ni connu. Le fil, elle a raison. Je ne lâcherai pas. Rassurez-vous, c'est moi qui ai mis les autoroutes en avant, donc je ne vais pas lâcher. Et donc, je rappelle quand même que les PTT, la Direction Générale des Télécommunications, c'est aussi le Minitel, que tout le monde nous enviait, mais que personne nous achetait. Et il y a un moment où, effectivement, l'efficacité économique impose quand même ses lois et ses règles, parce que sinon, on accumule des dettes, on accumule des dépenses inutiles, on accumule effectivement des choses qui obèrent le pouvoir d'achat de la population. On accumule aussi une industrie formidable dans les années 70. Vous voyez que les échecs, vous ne voulez pas voir les réussites du colbertisme industriel, c'est trop facile. L'industrie française n'a jamais été aussi puissante que sous Georges Pompidou, c'est-à-dire sur le colbertisme industriel. Vous ne voulez pas le voir. C'est facile de voir les erreurs. Il n'empêche qu'il n'y aurait pas eu d'Airbus sans Concorde, et il n'y aurait pas eu que depuis qu'on s'est soumis aux règles de la concurrence européenne, toutes nos industries sont en capilotade, on se les fait racheter ou on se les fait détruire. Excusez-moi, quand il y avait le colbertisme industriel, on avait un vrai appareil industriel comme on n'a jamais eu dans l'histoire. Oui, avec un appareil industriel qui a donné le plan calcul. Et alors qui a donné le Concorde que personne n'a acheté. Mais vous croyez que le privé ne fait jamais d'erreur ?
Le privé fait des erreurs, mais quand il fait des erreurs, il est sanctionné. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est l'État faillite. qui nationalise les pertes. On l'a vu à la crise de 2008, ils sont tous allés pleurer vers leurs États pour qu'on les rattrape et pour qu'on les sauve. On revient à votre formule de Fernand Braudel. Moi, je suis pour le vrai capitalisme. Mais ça n'existe jamais, monsieur. Pour le libéralisme. Mais ça n'existe jamais. En fait, je vais vous dire, ça n'existe jamais pour 2 raisons. La première, c'est parce que, comme dit Braudel, le capitalisme ne respecte jamais les règles de la concurrence. Et deuxièmement, alors là, je fais appel aux professeurs d'économie, c'est-à-dire vous, les références mêmes du libéralisme sont théoriques. C'est-à-dire qu'on imagine un homo economicus rationnel, qui ne laisse jamais aller aux passions, qui fait toujours des choses hyper rationnelles. Mais c'est du pipeau. Et vous le savez très bien, c'est de la théorie. Alors, et vous n'allez pas faire rentrer. On le laisse répondre. Et vous n'allez pas faire rentrer. Le problème des libéraux, c'est qu'ils ont une théorie. Après tout, pourquoi pas? Ça permet de calculer, ça permet de réfléchir. C'est un peu comme en physique, on invente des théories et puis on voit comment ça fonctionne. Je suis pas contre. Le problème, c'est qu'après, vous voulez faire rentrer nous tous dans votre théorie. Alors là, ça devient plus compliqué. La théorie, ça veut dire que l'État doit payer les infrastructures. Non, ça veut dire que l'individu économique, on est tous des individus hyper rationnels et on fait toujours les meilleurs choix et on est guidé uniquement par le prix. C'est du pipeau, ça. Non, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Et on fait des choix sur la base des prix. Mais c'est pas vrai. Ensuite, ce choix, mais c'est pas vrai. Il y a la mode, il y a toutes ces choses-là qui nous influencent. Alors, Éric Zemmour, laissez-le répondre. On vous sent motivé sur le dossier. Parce que ça me passionne, ce sujet. Oui, mais je vais. Et puis sur les autoroutes. Vous avez encore 10 minutes. Et donc, sur la théorie, vous avez parlé de la physique. C'est évident que la physique résonne comme ça. Le gaz parfait n'existe nulle part. Et grâce au gaz parfait, la théorie du gaz parfait, on fait fonctionner les automobiles et tous les moteurs. Et donc, grâce à la théorie néoclassique, on fait fonctionner l'économie et on correspond à la réalité. On donne une vision de la réalité qui permet de faire des politiques économiques efficaces. Non, vous nous obligez à rentrer dans un schéma théorique qui n'a jamais existé et que vous avez inventé. Mais c'est pas possible, ça. Les physiciens, ils veulent pas nous faire rentrer de force dans leur 4e dimension. Vous voulez. Eh ben non, ça marche pas. Non, mais les physiciens, ils disent à partir du gaz parfait, voilà comment vous pouvez faire un moteur. Et l'économiste dit à partir du modèle néoclassique valracien, voilà effectivement les politiques économiques qu'il faut faire. Mais ces politiques économiques, là où vous êtes de mauvaise foi, à mon avis, c'est que vous assimilez le capitalisme et la concurrence. Le capitalisme de Braudel. C'est le contraire, justement. Oui, le capitalisme de Braudel, ce que dénonce Braudel, c'est la connivence. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'État de connivence, où je dénonce le fait que, effectivement, l'État doit mener une politique de concurrence et non pas se laisser aller à la connivence. Et donc, c'est pour ça que les institutions européennes jouent un rôle essentiel. Madame Vestager est une bienfaitrice, notamment quand elle refuse la fusion Siemens-Alstom. Alors là, je vais vous dire, je suis pas hostile, moi, parce que je voulais pas que les Alstom soient avalés par les Allemands. Mais j'aurais pas voulu non plus que Alstom, l'autre partie nucléaire, soit avalée par les Américains. Et si on avait un État digne de ce nom, on n'aurait eu ni l'un ni l'autre. On n'avait pas besoin de Madame Vestager. Maintenant, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. On n'a pas les mêmes objectifs. Vous raisonnez sur le marché et vous raisonnez sur un consommateur, comme Madame Vestager. Oui. Pour vous, on est d'accord. Moi, je me fous du consommateur. Le consommateur, c'est le citoyen de tous les jours. Non, c'est notre monsieur Daniel. Le consommateur n'est pas le citoyen. Excusez-moi. Le citoyen, il a une idée plus haute de ce qu'il est. Et il pense aux intérêts de la France. Il ne pense pas aux intérêts à son portefeuille uniquement. C'est pas la même chose. On n'a pas le même objectif. Moi, ce qui m'importe, c'est la puissance économique de la France et la puissance tout court de la France. Vous, ce qui vous importe, c'est le portefeuille du consommateur. On n'est pas sur le même terrain. Et Jean-Marc Daniel, s'il faut vous écouter, vous voulez tout privatiser. La sécurité sociale, la santé, la politique culturelle. L'école, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Mais parce qu'encore une fois, je veux lutter contre les rentes, contre un certain nombre de gens qui prétendent assumer un service public et qui en réalité se servent sans ce soit des rentes colossales. Hein. Ce que gagne un professeur d'université est ridicule par rapport à les fonctionnaires. C'est vrai. Par rapport à un footballeur. Par rapport à un footballeur. On est d'accord. Mais il est accroché à son statut. Il est persuadé que ce statut le protège, que lui évite de se remettre en cause. Il s'installe dans la routine. Il ne voit pas que son intérêt, à la fois intellectuel, parce que ce serait stimulant d'être en concurrence, et même matériel, parce que des universités qui seraient
serait rendu concurrentiel, pourrait payer davantage des gens qui sont de véritables talents. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, ça permet effectivement à chacun d'exprimer son talent. Et j'en reviens aux autoroutes. Sur les autoroutes et sur les infrastructures, ce qui est frappant dans ce qui s'est passé dans la privatisation des autoroutes, mais comme dans la privatisation d'Aéroports de Paris, ce que les gens considèrent, c'est que c'est l'État qui doit être à la tête, il doit être un bétonneur en chef. Pour moi, l'État, c'est pas un maître d'œuvre, comme on parle dans le BTP, c'est un maître d'ouvrage. Il doit rédiger des cahiers des charges, il doit dire aux gens qui gèrent les autoroutes, voilà votre mission, et ensuite, systématiquement, il les sanctionne. Oui, enfin, donc jusqu'où doit aller l'État? Vous oubliez qu'on est obligé de prendre les autoroutes et que c'est encore un monopole naturel. Et que cette privatisation était un scandale, puisque c'est nous qui avons payé les autoroutes et qu'on les donne à du privé. Mais je voulais répondre pour l'université et pour l'école. C'est très intéressant ce que vous dites. Et vous avez raison en partie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on voit bien dans les grandes universités américaines. En fait, ce que vous voulez, c'est l'Amérique, quoi. Parce que la sécurité sociale privée, l'université privée, sur ces clairs-là, je veux ça. On est d'accord. Vous auriez pu ajouter même la retraite par capitalisation. Enfin, tout ça, c'est l'Amérique. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? On va parler du protectionnisme. On voit bien. On ne peut pas dire que l'Amérique aille mal sur le plan économique. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais on voit, c'est très intéressant parce qu'on voit bien, aujourd'hui, on a à peu près, les expériences Reagan et Thatcher, ça fait combien? 30 ans à peu près. Donc on a des résultats aujourd'hui. C'est très intéressant. Et vous nous dites, et avec raison, vous nous dites les profs sont mieux payés. Ils travaillent dans de meilleures conditions, etc. Vous avez 1000 fois raison. Alors là, je ne dis rien, vous avez 1000 fois raison. Mais vous oubliez deux choses. La première, c'est que ça n'empêche absolument pas votre concurrence, le conformisme idéologique, la domination de l'idéologie du politiquement correct, etc., etc. Tout ce qui se passe aux États-Unis comme en France. Vous m'accordez que ça n'empêche pas. Vous pourriez me dire d'ailleurs, avec raison, que plus qu'il y a de la concurrence, des profs qui sont considérés comme réactionnaires peuvent aller dans une université. C'est le cas. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'essaie d'être le plus honnête possible avec vous. En revanche, ce que vous ne voulez pas dire, c'est que les limites de ce système, c'est que les droits d'entrée sont colossaux, qu'on a toute une génération de jeunes qui sont endettés jusqu'à plus soif, qui passent leur vie à rembourser leur endettement de jeunesse pour commencer une vie, c'est pas terrible. Et deuxièmement, pour la sécurité sociale privée, elle coûte encore plus cher que la sécurité sociale publique, ce qui n'est pas peu dire. Et quant à le système par capitalisation, c'est lui qui a permis la financiarisation folle de l'économie. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'il y ait des avantages, mais il faut dire dans ce cas-là tous les inconvénients. Et de toute façon, les Français n'en veulent pas. À chaque fois qu'il y a des élections, les libéraux se prennent des roustes monumentales. Vous vous souvenez de Madeleine en 2002, il a pris une raclée magnifique. Jean-Marc Daniel. Oui, les libéraux ne sont pas véritablement au pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore que notre président de la République avait fait quand même une campagne quand il était, avant qu'il soit dans la phase du programme, quand il était dans la phase du projet, c'est mon projet, là, il l'avait dit avec une voix un peu cassée, son projet était libéral, social-libéral, mais il était libéral. Et quand on écoute les discours qu'il tenait à l'université d'été du MEDEF, quand il était ministre de l'économie, il parlait de la société des clients fournisseurs, de la société à venir, d'une société où la concurrence serait le stimulant ultime de l'activité économique. Donc, il est sur cette longueur d'onde. Et il a quand même gagné l'élection contre quelqu'un qui, au contraire, symbolisait totalement le protectionnisme, une vision étatiste et allant jusqu'au bout, disant... Et pour l'homme de la situation, quelle figure libérale pour Emmanuel Macron ? Alors le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il est tétanisé par les événements qui ont marqué le début de son quinquennat. Oui, absolument. Et donc, il s'est plutôt replié. Il est plutôt dans une phase parti de l'ordre. Alors, d'être devenu le symbole du parti de l'ordre plutôt que d'être devenu le symbole du parti libéral. En général, les libéraux finissent toujours comme ça. Margaret Thatcher n'a pas fini... On dirait ça aux mineurs et aux Irlandais. Mais... et aux Argentins. Elle a commencé, parce que les Argentins, c'est le tout début. Mais en revanche, les privatisations et tout ça, elle a commencé avec une politique monétaire assez violente. Elle a incarné le parti de l'ordre. Et elle a incarné une forme d'ordre, mais simultanément, elle a incarné la libéralisation de l'économie. Oui, bien sûr. Mais c'est lié. Il faut le parti de l'ordre pour assumer les conséquences sociales de la libéralisation. Et en plus, aujourd'hui, on ajoute aux conséquences de la libéralisation... Parce qu'il faut bien comprendre, en fait... Mais ça s'est terminé, Margaret Thatcher, quand même par le New Labour dans l'opposition. Oui, et par Peter Mandelson. La même politique. Exactement. Par Peter Mandelson, disant nous sommes tous thatcheriens. C'est-à-dire les adversaires ont reconnu qu'elle avait gagné à la fois sur le plan pratique et sur le plan théorique. Mais d'ailleurs, vous avez vu qu'ils y reviennent.
Vous avez vu qu'aujourd'hui, même les conservateurs, dans leur projet politique pour les élections du 12 décembre, ont un projet de nouvelle politique sociale, d'investissement public. Enfin, je veux dire, c'est la fin du thatchérisme là qu'on est en train de vivre. Il faudrait vous mettre à la page, même anglaise. Deuxièmement, Macron, votre libéralisme se paye très très cher. Parce que qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la liberté, c'est les fameuses 4 libertés de la Commission européenne de Delors. La liberté de mouvement des capitaux, ça a provoqué la crise de 2008. La liberté de mouvement des marchandises, ça a provoqué l'entrée de la Chine dans l'OMC, 900 000 emplois perdus, je crois, entre 2001 et 2007. Merci, les libéraux. Et le pouvoir d'achat afférent. Parce que ces le pouvoir d'achat de qui? Des Chinois? Non, notre pouvoir d'achat à nous. Parce que si c'est les oui, Chinois vendent, on a pu s'acheter des chaussettes pas chères. Oui, exactement. Mais on a perdu 900 000 emplois. C'est toujours la même discussion. Oui, vous ne voyez pas les emplois qu'on perd, et moi je m'en fous du porte-monnaie. C'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, vous voyez que le pouvoir d'achat. Je ne sais pas ce que pensent les téléspectateurs. Quand même, écoutez, leur pouvoir d'achat, c'est quand même une des revendications. Mais il n'y a pas que le pouvoir d'achat dans la vie, monsieur. J'entends bien. Bon. Et deuxièmement, vous n'avez pas laissé finir. Il y a la troisième chose, élément fondamental, c'est la liberté des hommes. Les frontières. Parce que les libéraux, c'est l'abolition des frontières. Le résultat, c'est une invasion migratoire comme on n'en a jamais connu dans l'histoire. Magnifique réussite des libéraux, il faut bien le dire. Si vous voulez, votre système a explosé complètement. Il a des effets pervers horribles. Et là, vous êtes en train de nous dire, oui, mais la concurrence, ça marche. Mais il faut voir les effets pervers aussi qu'il y a. Et les conséquences fabuleusement néfastes pour nos pays européens. Invasion migratoire, le mot est un peu fort quand même. Ah, mais c'est mon mot. Oui, c'est votre mot, mais il est un peu fort. Non, pas pour moi. Sur le protectionnisme, on parlait protectionnisme, libre-échange. Quelle réalité par rapport à... Alors, je crois qu'il y a deux choses à voir dans les... Parce qu'on a vu, par exemple, aujourd'hui, dans la conférence de presse de Donald Trump et Emmanuel Macron, justement, je vais vous taxer les vins si vous me taxez les GAFA. Jusqu'où on voit quelle réalité? Oui, il y a beaucoup de gesticulations quand on regarde le commerce mondial, c'est 19 000 milliards de dollars, et là, on est sur des flux qui représentent entre 600 et 700 milliards. Enfin, ça reste... 100 millions. Oui, 600 millions. Vous avez dit milliards. Oui, pardon, 600 millions. On reste sur des montants qui sont anecdotiques. Donc c'est une gesticulation dans un contexte où, par rapport aux théories protectionnistes d'autrefois, il y a la liberté donc d'échange flottant, la liberté de fixation par les marchés du taux de change des monnaies, ce qui fait que en une journée, droit de douane est effacé par l'évolution des monnaies. Donc je pense que c'est totalement symbolique. Ce que je trouve important dans cette affaire, c'est le fait que le protectionnisme continue à mentir sur sa réalité. C'est-à-dire que celui qui paie les droits de douane, c'est pas la personne qui exporte, c'est de nouveau le consommateur. C'est le consommateur. La victime, ça reste le consommateur. Mais vous avez... Allez-y, excusez-moi. Le protectionnisme, c'est un choix pour le producteur contre le consommateur. Oui. Or, le consommateur, c'est la vocation ultime de l'activité économique. Et moi, je me réfère au rapport gallois qui était, il y a toute une partie contre la Commission européenne en disant il néglige le consommateur. Non, le producteur. On néglige le producteur en faveur du consommateur. Je lis dans vos pensées. Oui, absolument. En faveur du consommateur, et donc il faut que la Commission européenne revienne compte là-dessus. Mais c'est la quintessence même de l'activité économique, le consommateur. C'est lui qui est l'objectif. C'est lui qui va être le bénéficiaire de la création. Notre discussion, vous voyez, la création de richesse. Hier, vous disiez que vous étiez très peu consommateur et oui, je suis citoyen. Moi, je suis pas très peu consommateur. Je me considère d'abord comme un citoyen avant d'être un consommateur. C'est pas la consommation qui détermine ma vie, grâce à Dieu. Non, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, là, encore une fois, on est au cœur du sujet. Vous avez raison. Pour simplifier, pour être manichéen, le libre-échange, c'est bon pour le consommateur. Le protectionnisme, c'est bon pour le producteur. Eh bien, moi, je suis du côté du producteur. Et surtout aujourd'hui, où on a ravagé, après 30 ans d'idéologie, la vôtre, de la concurrence, on a ravagé l'industrie française. Et le résultat, c'est qu'on a du chômage de masse, qu'on a les gilets jaunes, qu'on a des régions entières périphériques qui sont en déshérence, partout, en France, aux États-Unis, en Angleterre, qu'on a des mouvements politiques qu'on ne maîtrise plus. C'est ça le résultat de l'idéologie de la concurrence et du consommateur. Le résultat, il est là. Moi, je préfère payer plus cher et soutenir le producteur. Et je vous rappelle un dernier point, un point d'histoire. Tous les grands développements économiques dans l'histoire des pays occidentaux s'est fait à l'abri du protectionnisme. L'Angleterre au XVIIIe siècle, l'Allemagne au XIXe, les États-Unis à la fin du XIXe, même la France à la fin du XIXe, qui a un capitalisme florissant, c'est à l'abri des tarifs Méline. On impose le libre-échange quand on est fort. L'Angleterre l'impose au XIXe siècle parce que c'est la puissance dominante. L'Amérique l'impose après 1945 parce que c'est la puissance dominante. Et aujourd'hui,
En fait, on est faible par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Il serait temps d'être protectionniste. Vous avez une vision du producteur qui est une vision totalement statique. Le producteur évolue. Favoriser le producteur, c'est assumer les mutations technologiques. Eh ben oui, d'accord. On parle de l'Angleterre et de Margaret Thatcher et des mineurs. Les mineurs, ils sont totalement absents du débat politique en ce moment au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a plus. Ben oui. Parce que l'Angleterre, qui produisait 200 millions de tonnes de charbon il y a un siècle, ne produit plus de charbon. Et pourtant, c'est le plein emploi en Angleterre. Parce que l'Angleterre a fait le choix de l'insertion dans la mondialisation. Mais ils produisent autre chose. Oui, Ils produisent autre chose. On n'est pas obligé de produire. Mais on n'a pas la City. On n'a pas la City, nous. Ça vous a pas échappé. Oui, mais il s'agit pour nous de constituer des avantages comparatifs. Il ne s'agit pas de considérer que l'appareil industriel tel qu'il était il y a 20 ans a vocation à durer pendant des siècles et des siècles. Mais pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Mais une industrie, c'est pas l'appareil industriel tel qu'il était il y a 40 ans, parce que malheureusement, c'était il y a 40 ans. Mais avoir une industrie, l'industrie, c'est la base de l'indépendance nationale. C'est toujours la même chose. Vous vous en foutez, en vérité. Vous vous en foutez de l'indépendance nationale, vous vous en foutez des nations. Ce qui compte, c'est le marché mondial et le consommateur. On n'a pas les mêmes critères, c'est tout, mais c'est une différence fondamentale. Le problème dans ce que vous dites, c'est que à la fin des fins, à force de négliger le consommateur, on remet en cause effectivement son pouvoir d'achat, on remet en cause son bien-être et son style de vie, et il finit par se révolter. Parce que les révoltes qu'il y a en ce moment sont des révoltes au nom du pouvoir d'achat et contre les impôts. C'est-à-dire contre effectivement la capacité... Contre les impôts. Oui, contre les impôts. Et oui, parce qu'on a un vrai problème en France, c'est qu'on cumule les inconvénients des deux systèmes. On a une économie beaucoup trop socialisée, là je vous rejoins tout à fait, complètement folle. Mais ça... C'est, d'après moi, c'est parce qu'on ne peut pas avoir la social-démocratie, l'État-providence et les frontières ouvertes. On ne peut pas avoir l'État-providence et on ne peut pas avoir la préférence nationale. C'est pas possible. Donc, et c'est ce qu'on a en ce moment. On a les inconvénients des deux systèmes. Les inconvénients du libéralisme et les inconvénients d'un socialisme fou. Là, je vous suis tout à fait. Mais il faut voir qu'il y a les deux. Et donc il faut aller jusqu'au libéralisme ? Non. Ou alors il faut aller revenir au colbertisme français avec un protectionnisme raisonnable. Les Français, ils sont comment ? Ils sont libéraux ou bien trop attachés à leurs privilèges ? Moi, je pense qu'ils sont assez fondamentalement libéraux et qu'on l'a oublié. C'est-à-dire que la France et l'économie française, jusqu'en 1936, on parlait de la SNCF, a été assez libérale. Vous reprenez le programme de la gauche dans les années... les Gambetta, par exemple, quand il fait son programme de Belleville, il dit « Je suis contre le statut de la fonction publique et contre les nationalisations, car c'est la prime à l'oisiveté ». C'est Gambetta qui dit ça. Hein. Parce que j'ai oublié, vous êtes aussi contre le statut de la fonction publique. Oui. Je vais vous répondre là-dessus. Oui. Allez-y. Et donc, c'est la prime à l'oisiveté, c'est Gambetta, c'est pas moi qui le dis. D'accord. Oui, mais je conforte le point de vue de Gambetta. Oui. Bon, et il y a une période donc de 1936 à 1946 où effectivement, on met en place une idéologie planiste, une idéologie dirigiste, mais ça ne correspond pas forcément à la dynamique intellectuelle des Français. Et je pense que les Français sont assez favorables, en fait, historiquement, à accepter le libéralisme. Les Français, c'est aussi la révolution de 1789 qui s'est faite sur le libéralisme et sur la loi Le Chapelier, c'est-à-dire on libéralise l'économie, absolument. Oui, les enfants dans les usines, tout ça, formidable. Mais ça, c'est pas le libéralisme. Ah, c'est la même chose, monsieur pas Daniel. du tout. C'est exactement la même chose. Parce qu'avant le libéralisme... Pas de corporation, la loi Le Chapelier, je connais ça par cœur. Les gens qui vivaient au 18e siècle... Et puis l'armée qui tirait sur les ouvriers quand ils se révoltaient. Oui. Il nous reste une minute. Au 18e siècle, Une on minute, vivait pas messieurs, très pour bien. conclure. 30 secondes, même avant pas. la loi Le Chapelier. Oui, c'est pas vrai d'abord. Et deuxièmement, quand vous dites ils étaient libéraux, vous avez raison. Et vous êtes en même temps un peu faucheton, si je puis me permettre. Ils étaient libéraux, mais pas libre-échangistes. Ils étaient libéraux, mais protectionnistes. Alors moi, je veux bien être libéral dans un système protectionniste. Il y a les tarifs Méline jusque dans les années 50. Deuxièmement, quand vous nous dites il y a une idéologie planiste, etc., oui, mais parce que l'économie française, après la Première Guerre mondiale, s'était effondré. Et on était en rivalité avec les Allemands et avec les Américains qui étaient tous les deux protectionnistes et hyper étatistes. Et donc, ils avaient développé comme ça une industrie très puissante et on était complètement à la ramasse. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher l'État. C'est parce que, justement, le libéralisme, le marché ne répondait pas à la demande. Un dernier mot, à vous le dernier mot, très rapidement, oui, on a terminé. Je ne pense pas que le bilan des années 36-46 et ce qu'elles nous ont laissé soit aussi favorable. Vous avez raison, elles ont permis les 30 glorieuses. Bon. Merci, messieurs, pour ce débat passionnant. Fin de ce face-à-face. Excellente fin de soirée sur CNews. Tout de suite, le journal. Đẹp quá, trời ơi, 80.000 đẹp quá. Rẻ thối rẻ tha đó các chị luôn. Mặc một con này các chị có mặc trừ khi các chị bỏ đi thôi. Trừ khi các chị bỏ đi.
Còn các chị mặc cái tha hồ, mặc thoải mái cho em, chẳng bao giờ hỏng luôn. Đây ạ. Ai lấy comment cho em nhá. Becky này size 27. Size 27 cho em. Size 27. Áo em mặc hầu như là hình như còn một cái, duy nhất còn một cái, em tìm thấy duy nhất còn một cái em mặc. Mọi người ơi, anh xem chấm cho em một chấm mà em chẳng thấy ai cả ơi. Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi? Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Chấm cho em với mọi người ơi. Chấm bài cho em với mọi người ơi. Có ai đang xem không? Chấm bài cho em mới. Trời ơi, quần bò em xẻ. Em bán có 80.000 thôi, bình thường mọi người bán hơn 100.000 luôn. Đùa chứ ai lấy về bán lại cực kỳ ok luôn. Đây. Đây này. 80.000 các chị nhìn hộ em nhá. Hàng này nói thật với mọi người luôn. Em bán hàng shop đây, không bán hàng ấy đâu, vớ vẩn đâu mọi người. 80k. Ai ôm nô giá rẻ ebook cho em nhá. Đây em có cả màu xanh này. Màu xanh này cặp cao hết nhá, tất cả cặp cao các chị ạ. Đây ạ. Đẹp quá. Đây nha, co giãn nha. Co giãn cho em hết nha mọi người ơi. Co giãn hết cho em nhá. Co giãn hết cho em nhá. Ai lấy gì ebook cho em nhé mọi người. Ai lấy gì ebook của em nhá. Ôi mùa tạ ơi, nhiều quần lắm chị ơi. Nhưng bây giờ em không biết là các chị mặc size bao nhiêu. Chị mặc size bao nhiêu ở chị Mùa? Chị mặc size bao nhiêu? Em có cả quần vải này, quần len kinh. Tóm lại là em có tất các kiểu luôn. Này quần vải này, xinh không? Các chị nhìn quần vải của em này. Size này size gì đây? Nhìn size phát á. 30. Đẹp quá trời ơi. Vải này em xả 70k cho các chị luôn, 70k này. Các chị nhìn hộ em nhá. May một con quần này làm sao mà có giá 70k, em bán có 70.000. Đây. Đây nha. 30 này. Vải này. Quần vải size 30 này nhá. Từ khoảng là 55 cân. Từ 4 mấy cân. Nếu mà bình thường các chị là cao đi. Tính đi cao đi. Đến 58 cân vẫn mặc vừa. Ai lấy comment cho em nè. Quần vải này size 30 đẹp chưa? 70.000. 70.000 nhá. Các chị nhận quần vải bên em không đẹp em không lấy tiền các chị đây. Các chị nhìn cúc bấm bên em đây. Chỉ những cái quần vải ấy, hàng Quảng Châu nó mới có như thế thôi mọi người nhá. Ai lấy comment cho em này. Mã 30. À đây size 30. Chị size 7 á. Có em lấy size 7 cho chị xem nhá. Em lấy size 7 cho chị xem. Con này 28 rồi. Chấm bài cho em nhé các tình yêu ơi. Đây size 7 đây chị ơi, size 7 đây. Có sơ mi trơn size S không chị? Ôi ôi sơ mi chị vừa xả quá nhiều luôn, đẹp vậy. Đây size 7 đây chị ơi. Có nhiều áo phông lắm Vi ơi, nhiều dã man luôn nè. Nhìn này phông đáng yêu không? Trời ơi phông xinh chưa? 60.000 đây này, rẻ vãi. Đây nhá, size 7 đây chị nhá. Size 7 này ai lấy comment size 7 cho em này. Con này không đẹp em không lấy tiền, các chị nhìn hộ em nhá. Đây ạ. Này cặp cao luôn. Trời ơi đẹp quá. Ai lấy comment mã 27. Phông nhiều lắm.